Les motards se moquaient de l'anglais approximatif de Maria alors qu'elle leur servait leur café, la traitant de fraîchement débarquée. Mais quand le roi des vampires franchit la porte du restaurant avec 4 gardes du corps silencieux, leur moquerie s'étrangla dans leur gorge. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Maria était sa fille disparue et que des siècles de rage paternelle étaient sur le point de se déchaîner. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Les lumières fluorescentes grésillaient au-dessus de sa tête, comme des insectes mourants, tandis que Maria Delacroix essuyait la même table collante pour la 3e fois. Ses mains calleuses tremblant de fatigue et de quelque chose de plus profond qu'elle ne pourrait jamais nommer. La pluie striait les fenêtres éclairées au néon du Blue Moon Diner, transformant le monde extérieur en un flou d'aquarelles de phares et de panneaux de signalisation, tandis qu'à l'intérieur, l'air était lourd de l'odeur de graisse et d'huile de moteur qui semblait s'accrocher à tout comme une seconde peau. Le jukebox dans le coin crépitait une autre chanson country pleine de parasites sur l'amour perdu et les rêves brisés, mais Maria l'entendait à peine par-dessus les rires grossiers qui éclataient de la table Six, où les Iron Serpents MC tenaient leur cours depuis 2 heures. Tank, leur chef vêtu de cuir avec des bras comme des troncs d'arbres et une barbe qui lui arrivait à la poitrine, claqua sa tasse de café si fort que la céramique se fissura, envoyant du liquide brun éclabousser la banquette en vinyle rouge. Fraîchement débarqué, ricana-t-il, sa voix traversant le restaurant presque vide comme un claquement de fouet. Hé, princesse, tu comprends l'anglais ou il faut qu'on te fasse un dessin? Les 4 autres motards, Razor avec ses cicatrices de couteau et ses yeux morts, Diesel dont la carrure massive éclipsait la banquette, Crow avec son cou couvert de tatouages, et Venom avec ses dents en or, éclatèrent de nouvelles vagues de rires moqueurs qui firent se tordre l'estomac de Maria en nœuds. Elle s'approcha de leur table avec la cafetière serrée dans ses 2 mains, ses yeux sombres fixés sur le sol alors qu'elle essayait de bloquer leur voix, d'ignorer la façon dont son accent semblait s'épaissir chaque fois qu'elle était nerveuse ou effrayée. « Je suis désolée », dit-elle doucement, son intonation roumaine transformant les mots en quelque chose qu'il trouvait infiniment amusant. « Je vous apporte plus de café, oui. » La main charnue de Tank jaillit et attrapa son poignet, ses doigts s'enfonçant dans sa peau avec assez de force pour laisser des bleus en forme de doigts. « Parle américain, gronda-t-il, son haleine puant la bière et les cigarettes. « C'est l'Amérique, ma belle. Apprends la langue ou dégage. » Maria grimaça alors que sa prise se resserrait, et pendant un instant, quelque chose de sombre vacilla derrière ses yeux. Quelque chose qui fit clignoter les lumières au-dessus d'elle et chuter la température dans le restaurant de plusieurs degrés. Elle avait déjà ressenti cela pendant ses pires cauchemars, ceux où les ombres bougeaient d'elles-mêmes et où des voix l'appelaient dans des langues qu'elle n'aurait pas dû comprendre, ceux où son reflet montrait des dents trop acérées et des yeux qui brillaient comme des braises dans le noir. Le médaillon en argent autour de son cou, le seul souvenir de son enfance que frère Thomas lui avait permis de garder, commença à brûler contre sa peau comme un fer rouge, le métal devenant si chaud qu'elle pouvait sentir l'odeur de sa chair qui cuisait sous la fine chaîne. Tank remarqua son sursaut et sourit, montrant des dents jaunies par des années de tabac. « Qu'est-ce qui ne va pas, princesse? Le chat t'a mangé la langue. On devrait peut-être t'apprendre quelques vrais mots anglais, le genre qu'on n'apprend pas dans le pays arriéré d'où tu as rampé. » Les autres motards se joignirent à lui avec des suggestions qui firent rougir les joues de Maria de honte, leur voix s'élevant au-dessus de la pluie qui martelait les fenêtres comme des doigts désespérés essayant d'entrer. Elle se dégagea de l'emprise de Tank et recula en trébuchant, la cafetière lui glissant des mains et se brisant contre le sol en linoléum à damier dans une explosion de céramique et de liquide brûlant.
Le son sembla résonner dans le silence soudain qui suivit, rompu seulement par le bourdonnement constant des lumières fluorescentes et le grondement lointain d'un tonnerre qui n'en était peut-être pas un. Les motards riaient encore quand le son leur parvint. Un grondement sourd qui vibra à travers les fondations du restaurant comme le battement de cœur d'une créature souterraine massive. Il était 11h52 du soir quand les moteurs de moto rugirent à l'extérieur, mais ce n'était pas le grondement familier des choppers des Iron Serpents. C'était tout autre chose, quelque chose qui fit vibrer les fenêtres dans leur cadre et envoya un frisson le long de la colonne vertébrale de Maria, qui n'avait rien à voir avec la nuit d'octobre. Même le rire de Tank s'éteignit dans sa gorge alors que le son se rapprochait, et quand les moteurs se coupèrent, le silence qui suivit fut si complet qu'on aurait dit que le monde avait cessé de respirer. La sonnette de la porte du restaurant, une petite cloche joyeuse qui avait annoncé d'innombrables clients au fil des ans, retentit avec un ton qui ressemblait moins à un accueil qu'à un glas funèbre. Maria leva les yeux de là où elle était agenouillée parmi les éclats de céramique brisée, ses mains saignant encore d'avoir essayé de nettoyer le désordre, et le vit encadré dans l'embrasure de la porte comme une figure de ses rêves les plus sombres. Il était grand, facilement 6 pieds 4 pouces, avec un visage sans âge qui aurait pu avoir 30 ou 300 ans, ses cheveux noirs striés d'argent coiffés en arrière d'un front, qui ne portait aucune ride, malgré le poids ancien dans ses yeux bleus glaciers. Le manteau anthracite sur mesure qu'il portait coûtait probablement plus que ce que le Blue Moon Diner gagnait en un mois, son tissu si parfaitement coupé qu'il semblait flotter autour de lui comme une ombre liquide, et en dessous, Maria aperçut une chemise blanche assez impeccable pour couper du verre et une cravate de la couleur du sang frais. 4 hommes le suivirent à l'intérieur, se déplaçant avec la grâce fluide de prédateurs qui n'avaient jamais su ce que signifiait être une proie. Victor se tenait à sa gauche, ses cheveux blonds captant la lumière fluorescente comme de l'or filé, ses traits nordiques sculptés dans le granit et ses yeux de la couleur des ciels d'hiver. Michael flanquait le côté droit, son visage une carte de cicatrices qui racontait des histoires de violences survécues. Son accent russe épais comme du miel quand il parlait à voix basse à ses compagnons. Chen restait silencieux comme toujours, sa silhouette élancée trompeuse à la manière de ressorts enroulés, ses yeux sombres qui ne manquaient rien alors qu'il balayait le restaurant avec une évaluation professionnelle. Gabriel fermait la marche, sa peau sombre brillant comme de l'acajou poli sous les lumières crues, des yeux bienveillants qui rendaient d'une certaine manière la violence qui se cachait en dessous encore plus terrifiante. Le reflet de l'étranger se projeta sur la fenêtre striée de pluie derrière lui, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui brouillait la vision de Maria alors qu'elle essayait de se concentrer. L'image semblait vaciller comme la chaleur qui miroite sur l'asphalte en été, comme si la vitre ne pouvait pas tout à fait décider ce qu'elle était censée montrer. Tank et son équipe s'étaient tus, leur bravade antérieure s'évaporant comme de la vapeur, alors qu'une partie primale de leur cerveau reconnaissait un prédateur bien plus dangereux qu'ils ne pourraient jamais espérer l'être. L'odeur les frappa alors, quelque chose d'ancien et de sombre qui parlait de vieilles tombes et de fins plus anciennes, quelque chose qui fit trembler leurs mains et battre leur cœur de terreur qu'ils ne pouvaient nommer. Le couteau de Razor, celui dont ils ne se séparaient jamais, tomba de doigts sans force pour cliqueter contre le sol. La carrure massive de Diesel sembla se rétrécir sur elle-même alors qu'il se pressait contre la banquette en vinyle. Les tatouages de Crow semblaient se tortiller dans la lumière changeante, et les dents en or de Venom claquaient comme des castagnettes dans une bouche soudainement sèche. Le regard bleu glacier de l'étranger balaya le restaurant avec une indifférence désinvolte, prenant en compte la cafetière cassée, les moteurs recroquevillés, la serveuse effrayée agenouillée parmi les débris, et quand ses yeux anciens se posèrent enfin sur Maria, quelque chose changea dans l'air même, comme si la réalité avait pris un virage serré vers un territoire qui n'apparaissait sur aucune carte.
La température chuta encore de 10 degrés, et quelque part au loin, le tonnerre gronda dans le ciel comme le rire de Dieu oublié. Lorsque les yeux bleus glaciers de Cassius se posèrent sur le visage de Maria, la reconnaissance qui le frappa fut comme recevoir une lame d'argent en plein cœur, une douleur si vive et soudaine qu'elle faillit le mettre à genoux après 3 siècles de recherche dans chaque ombre et chaque murmure à travers le globe. Le monde sembla basculer sur son axe, alors que son esprit immortel traitait ce que ses yeux lui montraient, la délicate structure osseuse qui correspondait à la sienne, la courbe de sa mâchoire qui était de pure lignée Dracul, la façon dont ses cheveux sombres captaient la lumière fluorescente avec des reflets auburn qui lui rappelaient les feuilles d'automne et les rêves perdus. Le temps s'effondra comme un château de cartes, alors que la mémoire le saisit avec une clarté brutale, le ramenant 300 ans en arrière dans un château de pierre perché au bord des Carpates, où la neige tombait comme des larmes d'un ciel d'étain. Il pouvait tout revoir avec une mémoire de vampire parfaite, la chambre d'enfant avec son berceau sculpté à la main, la façon dont le clair de lune filtrait à travers les fenêtres à meneaux pour illuminer le visage de sa fille endormie paisiblement dans ses bras, ses petits doigts enroulés autour de son pouce, avec une poigne qui semblait assez forte pour l'ancrer au monde des vivants. Elle avait été parfaite alors, à peine âgée de 6 mois, avec des yeux qui passaient du brun à l'or selon la lumière, une enfant miracle née d'un père vampire et d'une mère humaine décédée en la mettant au monde. La confrérie de l'aube d'argent était venue aux heures précédant l'aube comme une nuée de sauterelles, leurs armes d'argent bénites luisant d'eau bénite et de fureur vertueuse. Mené par un jeune prêtre nommé Mordecai qui croyait que briser la lignée Dracul purifierait d'une manière ou d'une autre le monde. Cassius s'était battu comme un démon déchaîné du plus profond des enfers, sa rage le transformant en quelque chose que même les autres vampires craignaient, mais ils avaient été trop nombreux, et dans le chaos, quelqu'un s'était emparé de sa fille et avait disparu dans la nature sauvage roumaine, comme de la fumée dans le vent. Pendant 3 siècles, il avait cherché, suivant chaque piste et chaque rumeur, retournant chaque pierre des rues embrumées de Londres aux ruelles éclairées au néon de Tokyo. Mais elle avait tout simplement disparu, comme si la terre l'avait avalée. Et maintenant, elle se tenait là, dans un restaurant délabré au milieu de nulle part, servant du café à des imbéciles vêtus de cuir qui ne réalisaient pas qu'ils étaient en présence de la royauté des vampires, et Cassius sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec son cœur de mort vivant. Maria sentit l'attraction avant de comprendre ce que c'était, une force magnétique qui semblait atteindre son âme même, et murmurer des mots dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas, mais qu'elle comprenait parfaitement d'une certaine manière. Chaque instinct qu'elle possédait, chaque fibre de son être qui avait été réprimée et tordue par des années d'eau bénite additionnées d'argent et de douleurs constantes, s'éveilla soudainement comme de l'électricité parcourant des fils morts. Sa main se déplaça sans pensée consciente vers le médaillon en argent qui pendait à son cou. Le seul bijou qu'elle n'avait jamais pu enlever malgré la façon dont il lui brûlait la peau jour et nuit, laissant des marques rouges et irritées qui ne guérissaient jamais complètement. Frère Thomas lui avait dit que c'était une épreuve de foi, que Dieu la purifiait par la souffrance. Mais maintenant, alors que ses doigts touchaient le métal chauffé, elle sentit tout autre chose, une connexion qui allait plus loin que le sang ou les os. Le médaillon semblait pulser d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec sa composition en argent, et pendant un instant, Maria aurait juré entendre le faible son d'une berceuse fredonnée d'une voix qui lui serrait le cœur de désir. À l'intérieur du médaillon se trouvait une photographie si vieille qu'elle avait viré au sépia avec le temps, montrant un bébé qui aurait pu être n'importe quel nourrisson, à l'exception du blason distinctif gravé dans le coin. Un dragon enroulé autour d'une rose aux épines qui semblait goûter du sang. Elle avait regardé cette photographie des milliers de fois au fil des ans, se demandant qui était le bébé
et pourquoi elle ressentait un si profond sentiment de perte chaque fois qu'elle la regardait, sans jamais réaliser qu'elle se regardait elle-même. Le regard de l'étranger suivit son mouvement avec une intensité laser, et quand ses yeux tombèrent sur le médaillon, Maria vit son expression composée se fissurer comme de la glace sous pression, révélant quelque chose de brut et de vulnérable sous les siècles de contrôle prudent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement comme s'il voulait parler, mais ne trouvait pas les mots dans aucune des 12 langues qu'il avait maîtrisées au cours de son existence immortelle, et quand il réussit enfin à former des sons, ils sortirent à peine plus forts qu'un murmure qui traversa pourtant tout le restaurant. Quel est votre nom complet, enfant? Demanda-t-il. Et Maria sentit la question résonner à travers ses os, comme le son des cloches d'une cathédrale, chaque mot chargé d'une signification qu'elle ne pouvait comprendre. Maria, répondit-elle, son accent s'épaississant sous l'intensité de son regard, sa voix à peine audible au-dessus de la pluie qui continuait de marteler les fenêtres comme des esprits désespérés cherchant à entrer. Maria Delacroix, bien que ce nom de famille sonnât faux sur sa langue, comme si elle portait les vêtements de quelqu'un d'autre, et elle n'avait jamais compris pourquoi frère Thomas l'avait choisie pour elle, alors qu'il y avait tant d'autres possibilités. Au moment où les mots quittèrent ses lèvres, le visage de Cassius se transforma en quelque chose de sculpté dans le granit, toute émotion s'en allant jusqu'à ce qu'il ressemble à une statue d'un ancien dieu contemplant la destruction du monde. Le silence qui suivit s'étira comme un fil tendu jusqu'à ce que Maria se sente obligée de le combler avec des mots qu'elle n'avait jamais prononcés à voix haute, des secrets qui avaient été enfouis si profondément qu'elle avait presque oublié leur existence. Frère Thomas m'a trouvée quand j'étais bébé, dit-elle, sa voix gagnant en force à mesure qu'elle continuait. Bien qu'elle ne puisse expliquer pourquoi elle ressentait le besoin de raconter son passé à cet étranger alors qu'elle ne l'avait jamais partagé avec personne. La confrérie de l'Aube d'Argent m'a élevée après la mort de mes parents dans un accident de voiture, ou du moins c'est ce qu'ils m'ont dit quand j'ai été assez grande pour poser des questions. C'était un homme bon, frère Thomas, toujours à essayer de me protéger du mal dans le monde, s'assurant toujours que je reste pure et propre avec son eau bénite spéciale qui brûlait comme du feu liquide chaque fois qu'il me la faisait boire. Elle toucha les cicatrices sur ses poignets, là où des entraves en argent l'avaient maintenue pendant les pires des traitements, quand son corps se convulsait et que ses yeux se révulsaient, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle se battait pour sortir. Il disait que les brûlures étaient la protection de Dieu, que j'étais bénie de souffrir pour ma foi, et je l'ai cru parce que quel choix avait une enfant quand la seule figure paternelle qu'elle ait jamais connue lui disait que la douleur était de l'amour et que l'amour était de la douleur. Les migraines constantes qui ressemblaient à des clous de chemin de fer enfoncés dans son crâne, les maladies inexpliquées qui la laissaient clouer au lit pendant des jours, la façon dont les amis et amants potentiels semblaient toujours trouver des excuses pour l'éviter après avoir passé un temps significatif en sa présence, tout cela prenait sens maintenant d'une manière à la fois terrifiante et libératrice. Tank avait écouté cet échange avec une irritation croissante, son cerveau embrumé par l'alcool incapable de traiter les courants sous-jacents de tension surnaturelle qui emplissaient l'air comme de l'ozone avant un coup de foudre. Quelle sorte de spectacle de monstre as-tu amené dans notre restaurant? Gronda-t-il, sortant un couteau à cran d'arrêt de sa botte avec des mouvements rendus maladroits par la bière et une bravade déplacée, la lame captant la lumière fluorescente alors qu'il l'agitait en direction de Maria. D'abord, on doit se coltiner, mademoiselle l'étudiante étrangère ici. Et maintenant, on a un cinglé dans un manteau cher qui pense que l'endroit lui appartient. La température dans le restaurant chuta si soudainement que du givre commença à se former sur les fenêtres, et quand Cassius tourna son attention vers le chef des moteurs, ses yeux étaient passés de bleu glacier à quelque chose de plus sombre et d'infiniment plus dangereux. L'air lui-même sembla s'épaissir d'une énergie malveillante, pesant sur toutes les personnes présentes comme le poids des eaux profondes de l'océan, et Victor s'avança avec une grâce fluide
qui appartenaient plus à des prédateurs alpha qu'à quoi que ce soit de vaguement humain. La main de Tank tenant le couteau se figea en plein mouvement, comme si le temps lui-même s'était arrêté, ses muscles bloqués en place par un pouvoir qui transcendait le monde physique, et le couteau à cran d'arrêt tomba sans bruit sur le sol, tandis que ses doigts restaient recroquevillés autour d'un air vide. Au moment où la main gelée de Tank lâcha le couteau à cran d'arrêt, quelque chose dans l'esprit de Maria se brisa comme un élastique trop tendu, et le barrage soigneusement construit, qui avait retenu 3 siècles de souvenirs refoulés, éclata en un torrent d'images et de sensations qui la firent s'effondrer à genoux parmi les fragments de céramique éparpillés. Elle pouvait tout voir maintenant avec une clarté cristalline qui traversait sa conscience comme du verre brisé. Le château de pierre avec ses hautes flèches s'élevant vers un ciel ivre d'étoiles, la chambre d'enfant où le clair de lune peignait des motifs argentés sur des murs sculptés à la main, et le moment où des bras forts, qui sentaient le bois de santal et les secrets anciens, l'avaient serré contre eux, tandis qu'une voix semblable à un tonnerre lointain fredonnait des berceuses dans des langues plus anciennes que l'histoire écrite. La confrérie était venue comme une nuée de sauterelles vertueuses, leurs armes bénies d'argent luisant d'eau bénite et d'un but fanatique, menées par un jeune prêtre dont les yeux brûlaient du genre de zèle qui pouvait justifier n'importe quelle atrocité au nom d'un bien supérieur. Elle se souvint d'avoir été arrachée à ses bras protecteurs, ses pleurs de nourrisson résonnant dans des couloirs qui avaient résisté pendant 1000 ans, emportée dans une nuit qui avait le goût de la neige et du désespoir, tandis que derrière elle, les bruits de la bataille faisaient rage comme la fin du monde elle-même. Frère Thomas avait été bon à sa manière tordue, croyant avec une conviction absolue qu'il sauvait son âme en noyant sa vraie nature dans de l'eau bénite additionnée d'argent qui lui brûlait les veines comme du feu liquide, lui répétant encore et encore que la douleur était l'amour de Dieu manifesté, que les monstres de ses rêves n'étaient que des peurs d'enfants qui s'estomperaient avec une foi appropriée et une souffrance sans fin. Des années de traitement conçus pour réprimer ce qu'elle était, des décennies à se faire dire que ces cauchemars de château et de sang n'étaient que les imaginations fiévreuses d'un esprit traumatisé, des siècles de pouvoir refoulé, luttant contre des chaînes forgées dans l'argent béni, et la compassion mal avisée, tout cela s'abattant sur sa conscience comme une avalanche de révélations qui menaçait de l'ensevelir sous le poids d'une identité volée. Ses yeux bruns devinrent cramoisis un instant, la couleur se propageant depuis ses pupilles comme des gouttes de sang dans de l'eau claire, et quand elle ouvrit la bouche pour crier, ses canines s'étaient aiguisées en quelque chose qui appartenait plus à des prédateurs qu'à des proies. La force surnaturelle qui avait toujours sommeillé sous sa façade humaine déferla dans ses muscles comme de l'électricité dans un fil de cuivre, et le médaillon d'argent qui l'avait torturé pendant tant d'années finit par brûler sa chaîne avec un son semblable à du bacon qui grésille, le métal chauffé heurtant le sol en linoléum, où il se brisa en une douzaine de morceaux qui libérèrent des décennies d'énergie mystique accumulée dans une explosion de lumière cramoisie qui fit exploser les ampoules fluorescentes au-dessus d'elle en averses d'étincelles de verre. Cassius regarda sa fille s'effondrer avec une expression qui aurait pu être sculptée dans du marbre de tombeau. 3 siècles de deuil et de rage se cristallisant en quelque chose de froid et de déterminé qui fit miroiter l'air autour de lui d'un pouvoir à peine contenu. La chasse à son enfant perdu était enfin terminée, mais la chasse à ceux qui la lui avaient enlevée ne faisait que commencer. Et chaque fibre de son être immortel chantait à la perspective de la vengeance qu'il infligerait à quiconque lui avait causé, ne serait-ce qu'un instant de douleur. La confrérie de l'Aube d'argent brûlerait pour ce qu'ils avaient fait, leur précieux temple réduit en cendres et leurs guerriers saints dispersés au vent comme la poussière sans valeur qu'ils étaient. Mais il devait d'abord assurer la sécurité de sa fille et l'aider à traverser la transformation qui la remodelait même maintenant de l'intérieur. Tank
toujours figé sur place par l'influence surnaturelle de Victor, regardait avec une terreur croissante la serveuse qui l'avait tourmenté subir des changements que son cerveau embrumé par l'alcool ne pouvait pas traiter, sa peau pâle prenant une luminescence d'un autre monde, tandis que ses cheveux sombres semblaient bouger dans une brise qui n'existait qu'autour de sa forme transformée. Les instincts de survie primitifs du motard finirent par briser sa paralysie avec une force suffisante pour rompre l'emprise de Victor, et avec un rugissement de pure fureur animale, il se jeta sur Maria les mains tendues comme des griffes, pensant peut-être pouvoir arrêter d'une manière ou d'une autre ce qui se passait ou agissant simplement sous l'effet du genre d'agression insensée qui avait défini toute son existence sans valeur. Ce fut la dernière erreur qu'il commettrait jamais, car Victor se déplaça comme une ombre liquide incarnée, franchissant la distance entre eux en moins de temps qu'il n'en faut à un cœur humain pour battre, sa main se refermant sur le poignet de Tank avec une pression suffisante pour briser l'os comme du bois sec. Le son qui suivit fut humide et organique, le craquement distinctif du radius et du cubitus se brisant sous une force surnaturelle, suivi immédiatement par le cri d'agonie de Tank alors qu'il réalisait que sa main armée ne fonctionnerait plus jamais correctement. Razor et Diesel commencèrent à se diriger vers leur chef tombé, mais Michael et Chen les flanquèrent avec des mouvements si fluides qu'ils semblaient chorégraphiés, tandis que Gabriel se positionnait entre les motards et la sortie avec la grâce désinvolte de quelqu'un qui avait fait cette danse 1000 fois auparavant. Les Iron Serpents étaient entrés dans le Blue Moon Diner en tant que prédateurs à la recherche de proies faciles, mais ils étaient sur le point d'apprendre la différence entre les loups et les moutons à leurs dépens. Cassius traversa la pièce jusqu'à l'endroit où Maria gisait inconsciente parmi les restes épars de son médaillon brisé, s'agenouillant à côté de sa forme tremblante avec une révérence habituellement réservée aux artefacts religieux, sa main froide venant se poser sur son front fiévreux avec la douceur de quelqu'un qui avait attendu 3 siècles pour ce seul moment de contact. À l'instant où leur peau se toucha, la connexion de sang qui avait été rompue il y a si longtemps se ralluma comme un feu de joie dans les ténèbres, et père et fille furent emportés dans une vision partagée qui se déroula derrière leurs yeux fermés avec l'intensité vive d'une expérience vécue. Ils revécurent cette nuit terrible où la forteresse Dracule était tombée, observant à travers une double perspective l'assaut de la confrérie se dérouler avec une précision militaire, des guerriers en armure d'argent se déversant à travers les murs percés, tandis que leur chef, un jeune prêtre nommé Mordecai, dont les yeux brûlaient d'un but fanatique, dirigeait l'attaque avec l'efficacité froide de quelqu'un qui considérait l'extermination des vampires comme une œuvre sainte. À travers la vision, ils vécurent à nouveau le moment de la séparation. Cassius se battant désespérément contre des forces écrasantes, tandis que sa fille en bas âge était emportée dans un hiver roumain qui semblait déterminé à engloutir toute trace de chaleur du monde, ses pleurs résonnant dans sa mémoire immortelle comme des poignards faits de son. La vision changea et se transforma, montrant des éclairs de la vie humaine de Maria à travers le filtre de la mémoire retrouvée. Des années de traitements douloureux administrés par frère Thomas qui croyait sincèrement sauver son âme. Des décennies de pouvoir refoulé, luttant contre des contraintes mystiques qui devenaient plus fortes chaque année. La douleur constante de quelque chose de vital manquant à son existence qu'elle ne pouvait jamais tout à fait identifier ou comprendre. Quand Maria ouvrit enfin les yeux, les iris bruns avaient été remplacés par des flammes cramoisies qui semblaient danser avec un feu intérieur. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentit complète, comme si les pièces d'un puzzle qui avaient été dispersées à travers les siècles s'étaient enfin emboîtées à leur juste place. Son reflet dans la vitre brisée montrait un visage qui était reconnaissable comme le sien, mais transformé, les angles vifs de ses pommettes plus prononcés, sa peau pâle comme le clair de lune. Ses lèvres plus pleines et plus sombres comme si elles étaient tachées de vin ou de quelque chose de plus riche et de plus vital. « Je t'ai cherché pendant 3 siècles, » murmura Cassius, sa voix portant le poids de chaque jour sans sommeil
et de chaque soirée hantée par des cauchemars qu'il avait endurés depuis sa disparition, de chaque piste qui s'était transformée en cendre et de chaque espoir qui s'était effondré en poussière. Je rêvais de toi chaque nuit, répondit Maria, sa propre voix changée par la transformation, portant des harmoniques qui semblaient résonner à des fréquences inférieures à l'audition humaine, et Cassius sentit quelque chose à l'intérieur de sa poitrine qui avait été gelé pendant 300 ans commençait enfin à fondre. La tendre réunion fut interrompue par l'ordre hurlé de Tank à son équipe d'attaquer, le chef des motards berçant son poignet cassé contre sa poitrine, tandis que la salive jaillissait de ses lèvres dans un jet de rage et d'humiliation qui témoignait d'une vie passée à résoudre les problèmes par la violence et l'intimidation. Vous les monstres, vous avez choisi le mauvais restaurant pour votre numéro de cirque, gronda-t-il, faisant signe de sa main valide à Razor et aux autres d'avancer sur le tableau surnaturel devant eux, apparemment trop stupides ou trop saouls pour reconnaître qu'ils faisaient face à des êtres qui pouvaient les déchiqueter sans le moindre effort. Cassius se leva avec une grâce fluide qui rendait le mouvement humain normal, maladroit et gauche, se tournant pour faire face au moteur avec une expression de curiosité modérée, comme s'il étudiait des spécimens particulièrement intéressants d'insectes qui s'étaient égarés dans son champ de vision. Je vous donne une seule occasion de quitter cet endroit et de ne jamais revenir, dit-il, sa voix portant le genre d'autorité tranquille qui venait de siècles à commander des créatures bien plus dangereuses que des voyous vêtus de cuir avec des illusions de grandeur. Acceptez ce cadeau que je vous offre et partez, car l'alternative sera bien plus désagréable que ce que vos imaginations limitées peuvent concevoir. Au lieu de la sagesse, les Iron Serpents choisirent de la violence, Razor sortant son propre couteau, tandis que Diesel faisait craquer ses articulations et que Crow et Venom se déployaient pour flanquer leurs victimes prévues, apparemment convaincus que leur supériorité numérique surmonterait d'une manière ou d'une autre les forces surnaturelles alignées contre eux. Gabriel soupira avec quelque chose qui aurait pu être un regret sincère avant de s'interposer en douceur entre les motards et la sortie, ses yeux bienveillants se durcissant en quelque chose qui promettait un châtiment rapide et efficace pour quiconque serait assez fou pour continuer sur cette voie. Le règlement de compte qui se préparait depuis le moment où Cassius avait franchi la porte du restaurant était sur le point de commencer, et les Iron Serpents avaient choisi de l'affronter avec rien d'autre que l'arrogance humaine et des armes terrestres contre des êtres immortels qui perfectionnaient l'art de la violence depuis avant que leurs ancêtres n'apprennent à faire du feu. La confrontation entre les Iron Serpents et les gardes du corps de Cassius était sur le point de commencer lorsque les fenêtres du restaurant explosèrent vers l'intérieur dans une cascade de verre béni d'argent qui fendit l'air comme des confettis mortels, suivi immédiatement par le tonnerre de bottes de combat sur le pavé mouillé et le clic métallique distinctif des armes en cours de préparation. Frère Thomas entra par la fenêtre avant brisé avec la grâce fluide de quelqu'un de 2 fois moins âgé que son apparence, son visage buriné marqué par des décennies de guerre vertueuse et ses cheveux gris fouettés par le vent surnaturel qui semblait le suivre partout où il allait. Derrière lui venaient une douzaine de membres de la confrérie de l'Aube d'Argent. Leur équipement tactique moderne contrastant vivement avec les croix médiévales qui ornaient leurs gilets pare-balles, chacun portant des armes qui luisaient d'argent béni et rayonnaient du genre de pouvoir sacré qui mettait mal à l'aise même les anciens vampires. Maria sentit ses sens de vampire nouvellement éveillés reculer devant les chasseurs comme s'ils étaient des manifestations ambulantes de tout ce qu'on lui avait appris à craindre. Mais sous cette répulsion instinctive se trouvait quelque chose de bien pire. La prise de conscience écrasante que l'homme qui l'avait élevée, la chose la plus proche d'un père qu'elle ait jamais connu, l'avait retrouvée non par amour ou par inquiétude, mais pour des raisons qui lui tordirent l'estomac d'une trahison si profonde qu'elle menaçait de briser sa psyché déjà fragmentée. « Frère Thomas » murmura-t-elle, sa voix portant une note d'espoir désespéré que peut-être tout cela n'était qu'un terrible malentendu, que l'homme qui l'avait endormi en chantant pendant ses cauchemars et pansé ses blessures après les pires traitements était là pour l'aider
plutôt que pour lui faire du mal. Les yeux du prêtre âgé, autrefois chaleureux de ce qu'elle avait cru être une affection sincère, brûlaient maintenant du feu froid de la certitude absolue. Et quand il parla, ses mots portaient le poids de décennies passées à se préparer pour ce moment précis. Maria, ma chère enfant, dit-il, sa voix traversant le restaurant comme une cloche funèbre, tu as enfin servi ton véritable but, bien que j'avoue que j'avais espéré qu'il faudrait moins de temps à ton père pour te trouver. Le Blue Moon Diner se transforma en un champ de bataille, alors que des chasseurs armés de balles d'argent affrontèrent des vampires dont la vitesse surnaturelle les faisait paraître se téléporter d'une position à l'autre, l'air se remplissant de l'odeur âcre de la poudre à canon béni et du goût métallique du sang versé, alors que le combat éclatait avec la violence soudaine d'un éclair d'été. Maria se retrouva prise entre deux choix impossibles. Déchirée entre la protection du père qu'elle venait de découvrir et l'homme saint qu'il avait élevé depuis sa petite enfance, ses instincts de vampire nouvellement éveillés en guerre avec 22 ans de conditionnement humain qui lui disaient que frère Thomas était bon et que les vampires étaient le mal incarné. Michael se déplaçait comme du mercure liquide, en démantelant systématiquement la formation des chasseurs, ses mains balafrées déviant les balles d'argent, avec des mouvements trop rapides pour que l'œil humain puisse les suivre, tandis que Chen se faufilait à travers le chaos avec une grâce mortelle, s'assurant que les quelques clients innocents qui avaient eu la malchance de se trouver dans le restaurant pendant l'attaque étaient mis en sécurité derrière l'acier lourd de l'équipement de cuisine. Les chasseurs étaient venus préparés pour une extermination de vampires standards, mais ils faisaient face à des êtres dont le pouvoir transcendait tout ce qui se trouvait dans leur manuel d'entraînement, des créatures immortelles qui avaient perfectionné l'art de la guerre au cours de siècles d'existence. Victor protégea Maria du gros des tirs, tandis que Gabriel utilisait sa force surnaturelle pour lancer des tables et des chaises sur les attaquants avec assez de force pour briser des os, l'intérieur du restaurant devenant un labyrinthe de couvertures improvisées et de débris, alors que la bataille faisait rage avec une intensité croissante. À travers la fumée et le chaos, Maria regarda frère Thomas diriger ses forces avec une précision militaire. Et la terrible vérité commença à lui apparaître alors qu'elle réalisait que chaque aspect de sa vie, chaque moment de douleur et de souffrance qu'elle avait enduré avait été soigneusement orchestré pour ce seul moment. Les traitements qui avaient supprimé sa nature de vampire, l'eau bénite additionnée d'argent qui l'avait brûlé de l'intérieur, l'isolement constant qui l'avait empêché de nouer des relations significatives, tout cela était conçu non pas pour la protéger, mais pour faire d'elle l'appât parfait pour un piège qui avait mis 3 siècles à se refermer. Lorsque les tirs cessèrent enfin et que le dernier chasseur gisait inconscient ou pire, frère Thomas se tenait seul dans les décombres de ce qui avait été autrefois un restaurant paisible, son gilet tactique déchiré et ensanglanté, mais sa détermination inébranlable malgré la défaite de ses subordonnés. Je t'ai élevé, nourri, protégé des ténèbres qui coulent dans tes veines, dit-il, sa voix portant une note de tristesse sincère qui rendait d'une certaine manière sa trahison encore plus cruelle. Chaque jour pendant 22 ans, j'ai veillé sur toi, sachant que ce moment viendrait finalement, sachant que l'amour de ton père pour toi surmonterait sa prudence légendaire et le mettrait à la portée de la justice divine. Maria sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, alors que toute l'étendue de sa tromperie s'abattait sur elle comme une marée de glace liquide. La prise de conscience que toute son existence n'avait été rien de plus qu'un piège élaboré, conçu pour capturer le roi des vampires, qu'il avait cherché à travers 3 siècles de pertes et de désirs. La température dans le restaurant chuta encore de 10 degrés, alors que les fenêtres restantes se couvraient de givre surnaturel. Et quand la porte arrière s'ouvrit pour laisser entrer une silhouette qui semblait porter l'hiver lui-même dans son sillage, même Cassius se redressa avec le genre d'attention méfiante réservée aux adversaires vraiment dangereux.
L'archevêque Mordecai entra dans le Blue Moon Diner comme une incarnation vivante de la colère divine, sa barbe d'argent descendant jusqu'à sa poitrine et ses yeux de la couleur de la glace arctique. Pourtant, dans sa vieille carcasse, un pouvoir qui faisait reculer l'air lui-même en sa présence. Derrière lui ne venait pas d'autres chasseurs, mais quelque chose de bien pire. Une petite armée de Templiers modernes dont l'équipement témoignait d'un financement illimité et d'un avancement technologique, chacun portant des armes qui bourdonnaient d'énergie qui n'avaient rien à voir avec l'argent béni conventionnel. Maria regarda cette figure ancienne et sentit ses sens de vampire nouvellement éveillés crier des avertissements qui pénétrèrent jusqu'à son âme immortelle, reconnaissant en lui quelque chose qui transcendait le simple fanatisme humain pour entrer dans le royaume de la corruption surnaturelle. L'archevêque était vieux, bien plus vieux qu'aucun humain n'avait le droit de l'être. Et alors qu'il examinait les décombres de ses subordonnés avec une froide satisfaction, Maria commença à comprendre que frère Thomas n'avait été rien de plus qu'un pion dans un jeu qui remontait à des siècles. Il y a 300 ans, l'archevêque Mordecai avait été un jeune prêtre brûlant de fureur vertueuse contre les créatures des ténèbres, mais sa guerre contre les clans de vampires lui avait appris que l'eau bénite et l'argent béni étaient des armes insuffisantes contre des ennemis immortels qui avaient perfectionné les arts de la guerre et de la séduction au cours de millénaires d'existence. Quelque part dans sa croisade contre les morts vivants, il était entré en contact avec des forces qui lui promettaient le pouvoir d'accomplir sa sainte mission. Des entités sombres qui ne se souciaient nullement des concepts humains de bien et de mal, mais qui étaient parfaitement disposées à échanger des capacités surnaturelles contre une âme mortelle déjà damnée par sa propre haine et son orgueil. Le rituel qui lui accorderait la véritable immortalité, celle qui ne nécessitait pas de se nourrir de sang humain ou de craindre la lumière de l'aube, était presque achevé après des siècles de préparation, mais il nécessitait un dernier composant qui lui avait échappé pendant 300 ans de planification minutieuse et d'attente patiente. Maria sentit le poids de l'attention de Mordecai tomber sur elle comme une force physique, et soudain elle comprit avec une clarté cristalline pourquoi son sang semblait différent de celui des autres vampires, pourquoi les traitements de la confrérie n'avaient jamais tout à fait réussi à supprimer sa vraie nature, pourquoi elle s'était toujours sentie prise entre deux mondes sans appartenir vraiment à aucun. Son héritage mixte, né d'un père vampire et d'une mère humaine, avait créé quelque chose d'unique dans le monde surnaturel, un pont entre le mortel et l'immortel qui portait dans ses veines la clé pour transcender les deux états d'existence. L'archevêque avait besoin de son sang, non pas pour la détruire, mais pour achever un rituel qui le transformerait en quelque chose au-delà du vampire ou de l'humain, une créature de pur pouvoir surnaturel non liée par les faiblesses qui affligeaient les deux races. Alors que cette prise de conscience s'abattait sur sa conscience comme une vague de terreur liquide, Cassius se déplaça pour se placer entre sa fille et l'archevêque, avec la grâce fluide d'un prédateur protégeant sa progéniture, ses yeux bleus glaciers flamboyants d'une fureur qui fit vaciller et danser les lumières fluorescentes au-dessus d'eux. Le restaurant était devenu un champ de bataille surnaturel où les forces de 3 siècles de haine et de vengeance étaient sur le point de s'affronter. Et au centre de tout cela se tenait une jeune femme qui venait de découvrir que toute son existence avait été façonnée par les besoins de créatures qui ne la considéraient que comme un composant de leurs anciens complots de pouvoir et d'immortalité. Les Templiers modernes de Mordecai encerclèrent le bâtiment avec une précision militaire, leurs armes avancées pointées sur toutes les sorties possibles, mais ils faisaient face à un roi vampire dont le pouvoir avait été trempé par 3 siècles de pertes et dont les instincts protecteurs avaient été réveillés par la récupération de son trésor le plus précieux. L'impasse qui s'ensuivit était chargée d'une tension surnaturelle suffisante pour que la réalité elle-même semble fragile, comme si le mauvais mot ou le mauvais mouvement pouvait briser les barrières entre les mondes et déchaîner des forces que ni l'un ni l'autre camp n'était préparé à contenir. « Relâchez ma fille, dit Cassius.
sa voix portant des harmoniques qui firent craquer les fenêtres restantes, et votre mort sera rapide. Mais l'archevêque se contenta de sourire avec la confiance de quelqu'un qui avait passé 300 ans à se préparer pour cette confrontation exacte, et savait exactement comment elle allait se terminer. Au moment où l'ultimatum de Cassius résonna dans le restaurant, Maria sentit quelque chose de fondamental changer dans sa conscience, alors que les dernières barrières entre son conditionnement humain et son héritage de vampire s'effondraient finalement comme d'anciens murs devant un tremblement de terre. Pour la première fois de ses 22 ans d'existence, elle embrassa toute l'étendue de ce qu'elle était vraiment. Un pont entre deux mondes qui étaient en guerre depuis l'aube de l'histoire. Sa transformation n'était plus l'émergence douloureuse de capacités refoulées, mais une floraison gracieuse d'un pouvoir qui attendait depuis des siècles pour s'épanouir. Ses yeux nouvellement cramoisis percevaient des détails que sa vision humaine n'avait jamais pu voir, tandis que son ouïe améliorée triait les battements de cœur rapides des chasseurs terrifiés et les prières murmurées des Templiers de l'archevêque Mordecai. Elle pouvait sentir leur peur comme des émanations physiques, goûter leurs doutes et leur incertitude dans l'air même, et lorsqu'elle tendit la main avec des capacités qu'elle commençait à peine à comprendre, Maria découvrit qu'elle pouvait retourner leurs armes d'argent bénites contre eux avec rien de plus qu'une intention focalisée et le magnétisme surnaturel qui coulait dans son sang Dracule. Cassius déchaîna 3 siècles de pouvoir refoulé dans une démonstration qui transforma le Blue Moon Diner en épicentre d'un tremblement de terre surnaturel. Sa rage se manifestant en une énergie visible qui brisa toutes les fenêtres restantes dans une cascade de fragments cristallins, tandis que les lumières fluorescentes explosaient en averses d'étincelles qui peignaient les murs d'ombre dansantes. Le roi des vampires se déplaçait comme une force de la nature incarnée, son manteau sur mesure flottant autour de lui alors qu'il abattait les Templiers avec des mouvements trop rapides pour que les réflexes humains puissent les suivre. Chaque geste calculé pour neutraliser plutôt que tuer, car même dans sa fureur, il se souvenait que sa fille regardait et il voulait qu'elle voie la force plutôt qu'un massacre insensé. Victor, Michael, Chen et Gabriel révélèrent leur véritable but en se battant avec une précision coordonnée qui témoignait de siècles d'entraînement ensemble, chacun représentant une lignée de vampires différentes qui avaient juré fidélité à la famille Dracul et avaient passé 300 ans à chercher leur princesse perdue, leur loyauté transcendant le simple devoir pour devenir quelque chose qui approchait de la dévotion religieuse. Victor canalisa la fureur glaciale des clans nordiques, ses cheveux blonds fouettant un visage qui aurait pu être sculpté dans la glace d'un glacier, alors qu'il démantelait systématiquement la formation des chasseurs avec des techniques perfectionnées lors des Red Vikings d'il y a 1000 ans, tandis que Mikhail apportait l'efficacité brutale des coven russes contre des ennemis qui n'avaient jamais affronté des adversaires qui traitèrent la guerre comme une forme d'art plutôt qu'une simple nécessité. Chen se déplaçait à travers le chaos avec la grâce mortelle des lignées orientales, sa silhouette élancée dissimulant une force capable de briser l'acier, tandis que Gabriel représentait les covens africains dont le pouvoir était enraciné dans une magie plus ancienne que le langage écrit, ses yeux bienveillants se durcissant en quelque chose qui promettait une justice rapide pour quiconque menacerait la fille de son roi. Frère Thomas assista à la destruction systématique de ses forces avec une horreur croissante, les écailles lui tombant enfin des yeux alors qu'il réalisait que Mordecai l'avait manipulé pendant des décennies, utilisant son désir sincère de protéger Maria comme une arme contre les personnes mêmes qu'il avait juré de servir, et l'enfant qu'il en était venu à aimer comme sa propre fille. Les mains burinées du prêtre âgé tremblaient, alors que la compréhension s'abattait sur lui comme une marée de remords liquides, et lorsqu'il vit les Templiers de Mordecai se préparer à lancer des roquettes à pointe d'argent qui feraient s'effondrer tout le bâtiment sans se soucier des victimes innocentes, Thomas fit le genre de choix qui définissait la différence entre la vraie foi et le fanatisme aveugle. « Maria »
cria-t-il par-dessus les bruits du combat surnaturel, sa voix portant le poids de 22 ans d'amour compliqué et de protection mal avisée. J'avais tort sur tout. Et je prie pour qu'un jour tu puisses trouver dans ton cœur le pardon pour un vieil homme stupide qui pensait faire l'œuvre de Dieu alors qu'il servait en réalité quelque chose de bien plus sombre. Il se jeta entre les lance-roquettes et les poutres de soutien principales du restaurant, son corps absorbant toute la force des explosifs à l'argent béni dans un sacrifice qui acheta à Maria et à son père les précieuses secondes dont ils avaient besoin pour s'échapper par la sortie arrière de la cuisine dans une nuit qui avait le goût de la pluie et de la rédemption. Thomas s'effondra parmi les décombres, des fragments d'argent incrustés dans sa poitrine comme des étoiles déchues, sa vie s'écoulant sur un linoléum qui avait été témoin de plus de violences surnaturelles en une seule soirée que la plupart des endroits n'en voient en un siècle. Mais ses dernières paroles furent adressées à Maria, avec une expression de paix qui suggérait qu'il avait enfin trouvé l'absolution qui lui avait échappé pendant tant d'années. « Pardonne-moi, mon enfant, murmura-t-il, alors que ses yeux se fermaient pour la dernière fois, et Maria sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine, qui n'avait rien à voir avec sa transformation en vampire, et tout à voir avec l'amour compliqué qu'elle avait ressenti pour l'homme qui l'avait élevée avec une dévotion si mal avisée. La poursuite à travers les rues de la ville détrempée par la pluie devint une bataille rangée, alors que les forces de l'archevêque Mordecai déployaient des tactiques militaires et des armes bénies qui transformaient chaque carrefour en une embuscade potentielle, leurs véhicules modifiés avec des blindages plaqués argent et des systèmes de refroidissement à l'eau bénite qui leur permettaient de poursuivre une proie surnaturelle sans craindre de représailles mystiques. Maria courait aux côtés de son père avec une grâce nouvelle qui faisait de sa maladresse humaine un rêve à moitié oublié, ses sens améliorés repérant les positions des chasseurs plusieurs pâtés de maison avant qu'ils n'apparaissent, tandis que sa vitesse héritée lui permettait de suivre le rythme d'un roi vampire, dont le pouvoir avait été affiné par des siècles de nécessité et de perte. Cassius la guida à travers des ruelles et des bâtiments abandonnés avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé des vies à apprendre à naviguer en territoire hostile. Mais même son ancienne ruse était mise à l'épreuve par un ennemi qui avait passé 3 siècles à se préparer pour cette poursuite exacte et connaissait toutes les issues de secours possibles à travers le labyrinthe urbain. Derrière eux, Mordecai roulait dans un véhicule blindé qui bourdonnait d'énergie surnaturelle, sa forme âgée ne dissimulant plus la véritable nature de ce qu'il était devenu au cours de ces siècles de négociations avec des forces obscures qui ne se souciaient nullement des concepts humains de moralité ou de retenue. Le jeune prêtre, qui avait autrefois brûlé de fureur vertueuse contre les créatures des ténèbres, avait été consumé de l'intérieur par des pouvoirs qui l'avaient transformé en quelque chose qui n'était ni entièrement humain, ni complètement démoniaque. Une abomination hybride qui portait les pires aspects des deux natures, tout en conservant aucune des qualités rédemptrices. Sa peau avait pris une qualité translucide qui révélait les veines sombres en dessous, pulsant d'énergie qui appartenait plus au cauchemar qu'à la réalité. Et ses yeux étaient devenus des fenêtres sur des dimensions où des concepts comme la miséricorde et la compassion étaient considérés comme des faiblesses à exploiter plutôt que des vertus à célébrer. La poursuite les mena à travers une ville qui semblait reculer à leur passage, les lampadaires vacillant et s'éteignant alors que des forces surnaturelles au-delà de la compréhension mortelle s'affrontaient dans une bataille rangée qui menaçait de déchirer le tissu même de la réalité. Leur fuite prit fin aux ruines d'une cathédrale abandonnée qui avait été construite sur un sol qui était ancien lorsque les premières pierres de Rome furent posées, ses flèches gothiques s'élevant vers des nuages d'orage qui semblaient s'écarter autour de ces eaux, consacrées comme l'eau autour de la proue d'un navire. Maria sentit la reconnaissance l'envahir alors qu'ils approchaient des portes massives qui pendaient de travers sur des gonds corrodés par des siècles de pluie et de négligence.
ses souvenirs retrouvés lui montrant cet endroit tel qu'il était il y a 22 ans, lorsqu'un nourrisson terrifié avait été amené ici pour la cérémonie de bénédiction, qui était devenue une malédiction. C'est ici que frère Thomas avait pour la première fois administré l'eau bénite, additionnée d'argent, qui avait supprimé sa nature de vampire, où les chaînes qui liaient son véritable moi avaient été forgées avec de bonnes intentions et une ignorance tragique, et où l'archevêque Mordecai avait planté les graines mystiques qui lui permettraient finalement de la traquer n'importe où dans le monde. L'intérieur de la cathédrale était un labyrinthe de bancs brisés et de vitraux éclatés qui peignaient le sol de fragments de lumière colorée, mais sous la décomposition, Maria pouvait sentir autre chose, une présence qui attendait dans l'ombre depuis des décennies, avec la patience de quelque chose qui ne mesurait plus le temps en termes humains. Cassius se déplaça pour se placer entre sa fille et ce qui se cachait dans les profondeurs de la cathédrale. Mais son amour pour Maria le rendit imprudent d'une manière à laquelle 3 siècles de survie prudente ne l'avaient jamais préparé. Et lorsque la voix de Mordecai résonna à travers la nef en ruine, avec l'autorité de quelqu'un habitué à ce que ses ordres soient obéis sans question, le roi des vampires hésita juste un instant de trop. « Apportez-moi la fille », ordonna Mordecai depuis quelque part dans les ombres qui semblaient bouger indépendamment de toute source de lumière, et je vous accorderai à tous les deux une mort rapide plutôt que le tourment éternel que j'ai préparé pour ceux qui s'opposent à la volonté de force au-delà de votre compréhension. Maria sentit le poids du choix s'installer sur ses épaules comme un manteau de plomb, déchiré entre l'éducation humaine qui la poussait à la miséricorde et au pardon, et la nature de vampire qui exigeait justice pour des siècles de manipulation et de trahison. Le dernier gambit se révéla alors que des projecteurs s'allumèrent dans toute la cathédrale, illuminant non seulement la figure transformée de Mordecai debout devant l'autel en ruine, mais aussi des dizaines de civils innocents qui avaient été enlevés de leur maison et enchaînés aux piliers comme une assurance contre les représailles surnaturelles, leurs visages terrifiés, rappelant que le mal de l'archevêque s'étendait bien au-delà du monde surnaturel dans le domaine de la souffrance humaine ordinaire. Les projecteurs qui illuminaient la cathédrale en ruine révélèrent l'archevêque Mordecai debout devant un autel qui avait été profané avec des symboles gravés dans des matériaux qui faisaient mal à regarder directement, sa figure transformée ne prenant plus la peine de maintenir le prétexte de l'humanité, alors que des veines sombres pulsaient sous une peau translucide et que ses yeux brûlaient de feu appartenant à des dimensions où la douleur était une monnaie d'échange et la souffrance un culte. Les civils innocents enchaînés aux piliers gothiques autour de la nef comprenaient des familles avec de jeunes enfants, des couples âgés qui avaient été traînés hors de chez eux, des adolescents dont le seul crime avait été de passer devant la mauvaise ruelle au mauvais moment, tous bâillonnés et liés avec des chaînes d'argent qui empêcheraient toute tentative de sauvetage par des vampires de réussir sans causer de pertes massives. Maria regarda leurs visages terrifiés et sentit le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules comme une couronne d'épines, comprenant avec une clarté cristalline que Mordecai avait choisi ses otages spécifiquement pour exploiter la compassion humaine que 22 ans d'enseignement de frère Thomas lui avaient inculqué malgré tout le pouvoir surnaturel qui coulait maintenant dans ses veines. Cassius attrapa son bras avec une intensité désespérée, ses yeux anciens la suppliant de ne pas faire le sacrifice que l'honneur et la miséricorde exigeaient, mais Maria avait déjà fait son choix, non pas sur la base du pragmatisme des vampires ou du sentimentalisme humain, mais sur quelque chose de plus profond qui transcendait les deux natures et parlait au cœur de qui elle avait choisi de devenir. Elle s'avança dans le cercle rituel que Mordecai avait préparé avec 3 siècles de patience malveillante, ses pieds la portant sur des dalles de pierre qui avaient été consacrées avec le sang d'innocents et décorées d'incrustations d'argent qui brûlaient contre ses sens surnaturels comme des fers rouges pressés contre une chair nue.
L'archevêque sourit avec une satisfaction qui transforma ses traits déjà hideux en quelque chose qui appartenait aux cercles les plus profonds de l'enfer, convaincu que son long jeu avait enfin atteint sa conclusion triomphale et que le sang mêlé dont il avait besoin pour l'immortalité marchait volontairement dans ses griffes. Le cercle rituel s'embrassa au moment où Maria franchit son seuil, d'anciens symboles gravés dans le sol de la cathédrale, brillant d'un pouvoir tiré de sources antérieures à la civilisation humaine, mais au lieu de drainer son héritage de vampire comme Mordecai l'avait prévu, les énergies mystiques commencèrent à résonner avec quelque chose de bien plus profond et de plus puissant que même l'archevêque n'avait anticipé dans ses siècles de planification minutieuse. Maria sentit le pouvoir du rituel déferler sur elle comme une marée de feu liquide, mais au lieu de l'affaiblir, il réveilla des aspects de la lignée Dracul qui était en sommeil depuis sa naissance, des pouvoirs qui avaient été transmis à travers des générations de royautés vampires et affinés par des siècles de conflits surnaturels jusqu'à atteindre quelque chose approchant la divinité. Le lien entre père et fille, renforcé par 3 siècles de séparation et la joie récente de la réunion, devint un conduit pour des forces qui transcendaient le pouvoir individuel et puisaient dans la force collective de toute une lignée qui remontait à l'aube de la civilisation vampire. L'expression triomphante de Mordecai se transforma en quelque chose approchant la terreur, alors qu'il réalisait que son rituel ne volait pas les capacités de Maria, mais les amplifiait au-delà de tout ce qu'il avait préparé à contenir, le cercle mystique qui était censé la lier, devenant plutôt une lentille qui concentrait son pouvoir hérité en quelque chose qui fit craquer les anciennes pierres de la cathédrale sous la pression des énergies surnaturelles. Au moment où Cassius sentit la détresse de sa fille à travers leur connexion de sang, il abandonna des siècles de stratégie prudente et de pensée tactique en faveur de la fureur primale d'un père protégeant son enfant, sa voix portant à travers la ville comme le tonnerre, alors qu'il convoquait tous les vampires qui avaient jamais juré loyauté au nom de Dracul. Ils vinrent des ombres et des lieux cachés de l'étalement urbain, des créatures qui avaient attendu 3 siècles que leur princesse perdue reprenne son droit de naissance, s'écoulant à travers les fenêtres brisées et les portes éclatées comme une marée de vengeance surnaturelle qui fit résonner les murs de la cathédrale du son de leur arrivée. Victor mena la charge avec une fureur nordique flamboyante dans ses yeux bleus d'hiver, suivi de Mikhaïl dont le pragmatisme russe avait été remplacé par quelque chose approchant la ferveur religieuse, tandis que Chen se déplaçait à travers le chaos avec une grâce orientale et que Gabriel apportait l'ancien pouvoir de la magie africaine contre des ennemis qui n'avaient jamais affronté la puissance combinée des lignées de vampires unis dans une cause commune. Maria se tenait au centre du cercle rituel, le pouvoir parcourant ses veines comme une lumière d'étoile liquide, ses yeux cramoisis observant les tentatives désespérées de Mordecai pour achever sa cérémonie d'immortalité, alors même que ses plans soigneusement élaborés s'effondraient autour de lui, comme des châteaux de sable devant une marée montante. Elle aurait pu le détruire d'une pensée, aurait pu déchaîner toute la fureur de sa lignée éveillée pour réduire l'archevêque en cendres et en souvenirs, mais 22 ans d'enseignement de frère Thomas sur la miséricorde et la rédemption avaient laissé leur marque sur sa nature surnaturelle, d'une manière que même la transformation en vampire ne pouvait complètement effacer. Au lieu de la destruction, Maria choisit quelque chose de bien plus poétique. Tendant la main avec des capacités qu'elle commençait à peine à comprendre pour dépouiller Mordecai des pouvoirs obscurs qu'il avait accumulés au cours de siècles de négociations avec des forces qui ne considéraient les âmes humaines que comme une monnaie d'échange. Le processus fut atroce pour l'archevêque, alors que des décennies de temps volé s'abattaient sur sa conscience comme un coup physique, son corps commençant à vieillir à un rythme accéléré, alors que chaque année où il avait trompé la mort par des moyens surnaturels le rattrapait finalement en quelques instants. Sa barbe d'argent devint blanche puis tomba par touffes. Sa peau se rida et s'affaissa alors que la masse musculaire s'évaporait
et que la densité osseuse diminuait jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus qu'à une momie qui aurait été exposée au vent du désert pendant trop de saisons. Les veines sombres qui avaient pulsé d'un pouvoir emprunté s'estompèrent jusqu'à disparaître alors que sa connexion aux forces démoniaques était définitivement coupée, ne laissant derrière lui qu'un vieil homme flétri qui avait troqué son humanité contre le pouvoir et découvert trop tard que le prix était plus élevé qu'il ne pouvait se permettre de payer. Mordecai s'effondra parmi les ruines de son cercle rituel avec un bruit de feuilles d'automne qui s'effritent. Ses yeux brûlant encore d'une haine impuissante, mais son corps n'étant plus capable de soutenir la volonté malveillante qui l'avait animé pendant 3 siècles de guerre surnaturelle. Les civils innocents qui avaient été enchaînés comme otages furent libérés par des vampires qui se déplaçaient avec une précision minutieuse pour éviter de causer tout traumatisme supplémentaire. Leurs liens d'argent dissous par le pouvoir de Maria jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du métal ordinaire qui ne posait aucune menace pour les sauveteurs surnaturels qui traitaient la vie humaine avec la révérence appropriée à quelque chose de fragile et de précieux. 3 mois plus tard, le soleil d'automne filtrait à travers les baies vitrées de sanguine le restaurant haut de gamme que Maria et Cassius avaient ouvert ensemble au cœur du quartier culturel de la ville, son intérieur décoré d'un mélange soigné d'élégance contemporaine et de subtiles influences gothiques qui témoignaient à la fois de leur goût raffiné et de leur héritage surnaturel. Maria se déplaçait entre les tables avec la grâce qui avait remplacé son ancienne maladresse, n'étant plus la serveuse épuisée qui sursautait à la moindre ombre, mais une jeune femme confiante qui avait appris à équilibrer les 2 facettes de sa nature d'une manière qui renforçait plutôt que diminuait son humanité essentielle. Le restaurant servait à plus qu'une simple entreprise. Il était devenu un sanctuaire pour les êtres surnaturels qui avaient besoin d'aide pour trouver leur place dans un monde qui reconnaissait à peine leur existence. Un terrain neutre où vampires, loups-garous, failles et autres créatures de légende pouvaient se rencontrer sans crainte de persécution ou de jugement. Victor assurait la sécurité avec l'efficacité qui venait de siècles de protection de la royauté vampire, ses traits nordiques adoucis par un contentement sincère, alors qu'il veillait à ce que les clients surnaturels et humains puissent dîner en paix sans se soucier des anciennes querelles ou des conflits territoriaux. Mikhaïl gérait les finances du restaurant avec un pragmatisme russe tempéré par une créativité inattendue, ses mains balafrées étonnamment douces alors qu'il travaillait avec des fournisseurs qui n'avaient aucune idée qu'il négociait avec une créature qui se souvenait de la chute de la dynastie des Romanov. Chen gérait la logistique avec une précision orientale qui faisait que chaque aspect de l'opération se déroulait comme sur des roulettes, sa présence silencieuse garantissant que tout, de la livraison de nourriture à la planification du personnel, se déroulait avec une efficacité surnaturelle, tandis que Gabriel supervisait les programmes de sensibilisation communautaire qui aidaient les êtres surnaturels nouvellement éveillés à comprendre leurs capacités et à trouver leur place au sein des communautés humaines et non humaines. Cassius avait été transformé par la paternité d'une manière à laquelle 3 siècles d'existence ne l'avaient pas préparé. Ses arêtes anciennes adoucies par le miracle quotidien de voir sa fille grandir dans son pouvoir, tout en conservant la compassion essentielle qui faisait d'elle un pont entre les mondes plutôt qu'une arme à utiliser contre eux. Il apprenait à naviguer dans les complexités du monde moderne avec la même détermination qu'il avait autrefois appliquée à la guerre médiévale, troquant ses tenues formelles traditionnelles contre des costumes d'affaires contemporains, tout en conservant le port aristocratique qui le marquait comme noblesse vampire. Même les Iron Serpents avaient trouvé la rédemption grâce à une intervention surnaturelle, Tank et son équipe travaillant maintenant dans la construction, ce qui leur permettait de canaliser leurs tendances agressives dans une productivité utile. Tandis que le souvenir de cette nuit au Blue Moon Diner leur servait de rappel constant qu'il y avait des forces dans le monde bien plus dangereuses que tout ce qu'ils avaient rencontré auparavant.
Les moteurs avaient appris le respect grâce à une combinaison de peur surnaturelle et de la miséricorde inattendue de Maria, le poignet endommagé en permanence de leur ancien chef servant de rappel physique que les actions avaient des conséquences, même lorsque ces conséquences étaient tempérées par le pardon. Alors que le soir approchait et que les derniers clients finissaient de leur repas, Maria et Cassius se tenaient ensemble dans l'embrasure de la porte du restaurant, regardant le coucher de soleil peindre l'horizon de la ville de nuances d'or et de cramoisis qui leur rappelaient à tous deux des yeux qui avaient appris à voir la beauté dans l'obscurité comme dans la lumière. L'aube ne leur inspirait plus la terreur comme elle l'avait fait pendant tant de siècles, leur amour ayant créé quelque chose de plus fort que toute faiblesse surnaturelle, un lien qui transcendait les limites traditionnelles de l'existence des vampires et ouvrait des possibilités que ni l'un ni l'autre n'avaient osé rêver pendant leur longue séparation. Un messager arriva juste au moment où les premières étoiles devenaient visibles dans le ciel qui s'assombrissait, portant une enveloppe adressée d'une écriture élégante à la princesse Dracule, l'adresse de l'expéditeur indiquant que la nouvelle de l'existence de Maria avait atteint d'autres cours surnaturels dont les dirigeants étaient curieux de rencontrer la fille du roi des vampires qui avait réussi à unir la compassion humaine à un pouvoir surnaturel d'une manière qui promettait de remodeler la compréhension du monde caché de ce qui était possible lorsque l'amour triomphait de la peur et que la miséricorde se révélait plus forte que la vengeance.